Bienvenue dans le débat consacré à la situation en Haïti. Depuis la mort du président Jovenel Moïse, il y a bientôt 3 ans, les gangs ont plongé le pays dans le chaos et contrôlent une grande partie de la capitale Port-au-Prince. 3 personnes, dont un couple de missionnaires américains, ont été tuées vendredi dans une de leurs attaques. Washington a appelé à déployer rapidement une force internationale sur l'île. Une mission de sécurité menée par le Kenya est attendue dans les prochaines semaines, financée à hauteur de 300 millions de dollars par les États-Unis. Cette mission est soutenue par les Nations Unies. Elle doit épauler la police haïtienne dans la lutte contre ces gangs. Depuis la démission du Premier ministre Ariel Henry en mars, un conseil de transition a été mis en place pour organiser des élections. Alors comment en est-on arrivé là? Les gangs contrôlent-ils vraiment 80% de Port-au-Prince? Comment sont-ils organisés? Que peut-on attendre de cette force multinationale? Peut-elle réussir? Quel avenir pour Haïti? Eh bien, on en parle avec nos invités et avec notre envoyé spécial qui en revient tout juste de Port-au-Prince, Roméo Langlois. Bonsoir Roméo. Bonsoir. Grand reporter, on va bien sûr démarrer ce débat avec votre reportage. Josette Bruffart est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le débat. Vous êtes présidente de l'association Haïti Futur, entrepreneuse aussi franco-haïtienne. Vous faites beaucoup d'ailleurs dans les écoles en Haïti. Nous avons en direct de Port-au-Prince Jean-Martin Bauer. Bonsoir à vous. Vous êtes représentant du PAM en Haïti. Bienvenue également dans cette discussion ce soir. Vous pouvez d'ailleurs réagir tous en postant vos questions sur le hashtag débat. Et on va la démarrer justement cette discussion avec votre reportage, Roméo Langlois, que vous avez réalisé avec Catherine Norris-Trent. Vous étiez à la fois avec les gangs, on va le voir, mais aussi avec la police anti-gang. Juste un mot sur les conditions de tournage, Roméo. Dans ce climat de guerre civile, vous avez pris un risque important? Le risque principal, c'est évidemment les Haïtiens qui le prennent. Car la presse internationale, c'est du moins l'impression qu'on a eue, est relativement protégée. En tout cas, elle n'est pas nommément ciblée, clairement ciblée, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Par contre, évidemment, il faut prendre un grand nombre de précautions pour se déplacer, notamment quand on sort des 20% du territoire de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince qui sont contrôlés par les gangs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans des zones qui sont tenues par les gangs sans d'une manière ou d'une autre arriver à prendre un contact, annoncer son arrivée, être sûr qu'il y a un accord, évidemment des maîtres des lieux et que notre sécurité sera garantie. Il y a des zones où on aurait aimé se rendre et on a compris que ce n'était pas possible, donc évidemment on n'a pas insisté. On va en reparler justement. On va d'abord voir justement votre focus. C'est tout de suite. Le blindé, criblé d'impacts de balles, est à l'image de ces policiers, solides mais fatigués. Nous sommes tout près du Palais national au cœur du champ de base. Le centre-ville est entouré par les forces armées. Chasser un ennemi invisible dans un décor d'épouvante. Pour eux, c'est la routine. 9 flancs, revenez se filer, 9 flancs. Ok, là. Tout le monde a fui, alors ils se cachent dans les maisons. Ils percent des trous pour sortir les canons de leurs armes. Un peu plus tard, le blindé est touché. Le groupe anti-gang est une unité d'élite de la police haïtienne. Tous les jours, ces hommes patrouillent dans un centre-ville dévasté afin de repousser la redoutable coalition de bandes armées qui assiègent Port-au-Prince. Face à la police, des gangs surarmés grâce aux revenus du racket, du kidnapping et des trafics. Avant, ils s'entretuaient pour le contrôle des quartiers. En février, ils se sont unis autour de cet homme, un ancien policier impliqué dans divers massacres. Si le char arrive, ils peuvent nous tirer dessus. Jimmy Chérizier, surnommé Barbecue, aurait l'habitude de brûler ses victimes. Il est le porte-parole de la coalition des gangs. Leurs revendications sont floues. Barbecue alterne promesses de paix et menaces de chaos. Vu le nombre d'armes présentes dans le pays, tout gouvernement sérieux sera obligé de s'entendre avec les groupes armés.
S'il n'y a pas de négociation avec les bandes et que vous envoyez une force multinationale, il y aura un génocide. Assassinat, enlèvement contre rançon, attaque de commissariat. Aujourd'hui, 80% de Port-au-Prince est sous contrôle des gangs. Les policiers anti-gang peinent à suivre le rythme. Ils appellent la communauté internationale à l'aide. C'est hélicoptère en l'air et puis nous-mêmes nous à terre. Mal équipés, ils quittent peu leurs blindés et scrutent avec méfiance les derniers habitants des zones en dispute. Des zones clés occupées par les gangs, c'est vraiment difficile, presque impossible pour qu'il y ait un civil. D'ailleurs, presque tout le monde s'est enfui chez eux. Donc on n'a pas besoin de voir s'ils sont armés ou pas. On frappe, tout simplement. Dans le sillage des gangs opèrent des hordes de pillards. Même l'hôpital général a été mis à sac. Certains, très rares, refusent de quitter leur foyer. Sanson n'a nulle part où aller. Regardez mon pays là. Regardez la capitale de mon pays, Haïti. C'est quoi ça? C'est une grande histoire, c'est quoi ça? Ah là 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 là. Au bout de la rue, un véhicule blindé les inquiète. L'Italie qui a tiré, Ce jeune homme voulait traverser le quartier pour vendre son pain au marché. Le voilà pris au piège. Les balles perdues, on ne sait pas d'où elles peuvent arriver. Tous les jours comme ça. Tous les jours comme ça. Allez, au revoir. Regarde. Tu vois? Tous les jours, Sanson et ses voisins observent les pillards qui passent en courant, chargés de leur butin. Il a traversé puis blindé à tirer. Mais quoi ça tout, qu'à victime ou même qu'à passer avec moto, même qui là, machine. Une machine, une moto, qu'à victime. Je vais passer ces pays qui t'ont arrivé à ça. Roméo, on voit bien dans votre reportage que cette police des gangs est totalement dépassée par les événements. Vous dites 80% de Port-au-Prince est contrôlé par ces gangs. Comment, d'ailleurs, Jimmy Cherizier, ce fameux barbecue, vous l'avez finalement convaincu à le suivre. Comment ça a pu se passer? Et aujourd'hui, finalement, il réunit l'ensemble des gangs. C'est un peu ça qui a changé à Port-au-Prince. Alors, Jimmy Cherizier n'est pas très difficile à convaincre de parler aux médias. Au contraire, il donne de très nombreuses interviews. C'est probablement le chef de gang le plus connu aujourd'hui, probablement des Amériques, avec peut-être quelques narco-mexicains. Il est vraiment dans une optique politique. Il essaie de créer un discours. Il a des éléments de langage qu'il répète à l'envi. Alors, c'est pas le chef de tous les gangs de Port-au-Prince, mais c'est celui qui parle en leur nom. Et c'est aussi celui qui est le stratège qui a réussi à faire en sorte que tel gang et tel gang qui se livrent à une lutte à mort pendant très longtemps se soient mis ensemble pour défier ensemble l'État haïtien. Donc ils se sont tout de même coordonnés. Votre réaction, Josette Brufart, lorsque vous voyez ce reportage? Eh bien, c'est une réaction de désolation, c'est une réaction de colère aussi,
parce que je pense que la situation aurait pu ne pas arriver à ce chaos si c'était pris en compte, si le sérieux de la situation était pris en compte dès le départ. Parce que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, cette situation de gang. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a une dégradation. C'est une forte dégradation, mais c'est une construction à la base, ces gangs-là. Parce que c'est des gangs qui étaient déjà au service des dirigeants politiques, au service des dirigeants économiques, et qui qui ont pris leur indépendance, on dirait, et qui maintenant s'organisent pour eux-mêmes. Avec, justement, comme dit le reportage, des fonds tirés de la drogue, les fonds tirés des raquettes, des raquettes, des kidnappings. Ils ont réussi à se doter en armes de guerre que la police nationale, alors qu'il y a un embargo sur la police nationale. Mais alors justement, comment font-ils, Roméo, pour se financer, obtenir toutes ces armes? Alors c'est la question qu'on a posée le plus souvent, peut-être, avec des membres des gangs. Comment se financent-ils? Ont-ils des parrains politiques notamment ou économiques? Parce que, comme Josette le disait, pendant des années, c'était clairement des chefs politiques et des chefs et des grands importateurs notamment qui utilisaient les gangs pour régler leurs querelles intestines et qui les armaient. Et là, tous les jeunes qu'on a rencontrés de ces gangs nous le disaient. Alors certes, ils récitent un peu les éléments de langage dont je parlais, de barbecue et d'autres, en disant les armes, ce sont des hommes politiques qui nous l'ont donné. Donc comment ils font? Eh ben, il y a des trafics. Nous, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des péages. Ils instaurent des péages, comme ils disent, sur les routes. Donc ils rançonnent systématiquement tous les véhicules qui passent. Et comme il y a beaucoup de véhicules qui passent, de marchandises entre autres, ça fait beaucoup d'argent. Plus le kidnapping, des liens possibles avec des trafics de drogue internationaux. Enfin, il y a énormément de financement. Jean-Martin Bauer, votre réaction au reportage. Il y a donc une dégradation très forte. Est-ce que vous le vivez tous les jours, le fait que 80% de Port-au-Prince soient aujourd'hui aux mains des gangs? L'impact sur la population? L'impact est énorme. Il faut savoir qu'en Haïti, nous faisons face actuellement à la plus grande crise humanitaire depuis le tremblement de terre de 2010. 5 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë. Il y a plus que 360 000 déplacés et donc la situation s'est aggravée. Elle exige une réponse immédiate. Ce que décrivent les personnes que vous avez interviewées, ces barrages, cette insécurité, c'est un phénomène qui détériore le système alimentaire en Haïti, qui sépare Port-au-Prince de son hinterland où sont produits les produits alimentaires. La nourriture n'entre plus. Les prix ont augmenté à Port-au-Prince et ça aggrave une situation qui est sérieuse depuis déjà quelques années. On parle de 7 millions d'affamés en Haïti, Jean-Martin Bauer, c'est ça? C'est 5 millions. 5 millions d'affamés. En crise ou en urgence alimentaire, c'est un des taux les plus élevés dans le monde. Et ce n'est pas toujours bien compris. Et ce qui est très inquiétant d'ailleurs, ce n'est pas seulement la magnitude des chiffres, c'est le fait que les programmes humanitaires en Haïti sont très mal financés. L'appel des Nations Unies pour Haïti est uniquement financé à 16%, alors que la situation est dramatique, comme le prouve votre reportage. Roméo, d'ailleurs, vous avez tourné dans un centre pédiatrique, dans un hôpital pédiatrique avec Catherine Norris-Trent, et vous avez vu ça, en fait, cette catastrophe humanitaire. Oui, la catastrophe humanitaire, on la voit évidemment dans ce genre d'endroit, puisque ce sont des petits-enfants en malnutrition qui risquent de mourir. Donc ce sont effectivement les images les plus frappantes. Mais en fait, tous les Haïtiens la vivent au quotidien. Ils vont vraiment tous se débrouiller pour essayer une grande partie de la journée. Pour ceux qui n'ont pas fui ou qui ne sont pas directement sous les balles, c'est essayer de trouver à manger. C'est ça, Joseph Bouffard. Est-ce qu'il y a aussi une dégradation de ce côté-là? Parce qu'on a toujours dit qu'il y a toujours une très forte pauvreté en Haïti, ce n'est pas nouveau. Mais là, est-ce que c'est pire qu'avant? Vous qui agissez beaucoup dans les écoles avec votre association. Oui, c'est pire qu'avant. Alors, moi, ce que je voudrais qu'on comprenne quand on parle de cette situation, je voudrais qu'on comprenne qu'il y a des causes structurelles et des causes conjoncturelles. Il y a des choses qui sont arrivées aujourd'hui qui aggravent la situation, comme ce dont parle le monsieur du PAM, et c'est le Programme alimentaire mondial. C'est parce que maintenant, comme il y a des gens maintenant qui prennent du péage, qui prennent sur les marchandises, tous ces coûts-là sont reportés sur les consommateurs. Parce que les véhicules qui passent, quand on les taxe, et c'est les gangs qui les taxent. Ça fait exploser les prix. Exploser les prix. Et il y a eu des politiques, il y a eu aussi au niveau de la composition des gangs, il faut savoir que depuis le milieu des années 80, il y a eu des déportés, il y a eu à peu près 100 de personnes par mois, un peu plus,
déportés on les appelait les déportés par les Américains et les Canadiens, le gouvernement canadien et le gouvernement américain, qui sont expulsés en Haïti, mais ce sont des criminels en fin de peine, sortis de prison. Mais ça, je pense que ça n'a pas été couvert du tout par peut-être la presse, même la presse haïtienne, la presse internationale. Et vous feriez un lien entre justement bien ces sûr, criminels... mais tous ces gens-là qui ne parlent parfois même pas créole, qui ne parlent même pas la langue haïtienne, qu'on a lâchés comme ça dans le pays sans lien, par exemple, familiaux parfois, qui sont des drogués, ils n'étaient peut-être pas tous criminels, mais comme ils sont des drogués, il y a des malades mentaux. Mais maintenant, c'est plus les gens des bidonvilles, justement, victimes des inégalités sociales d'Haïti, victimes du non-État, de la corruption aussi de l'État et des groupes, justement, économiques, qu'on appelle élite économique, mais en fait qui n'est pas une élite, parce qu'une élite, c'est pas ça. Mais tout ça a contribué à cette situation-là où les gangs maintenant recrutent des enfants. Moi qui suis dans l'éducation, je peux vous dire, les gangs recrutent des enfants de 12 ans, de 13 ans. Je ne sais pas si Romero a eu vent de ça. Dans les bidonvilles, dans ces bidonvilles crasseux où les enfants vivent sans aller à l'école. Le taux d'analphabétisme, le taux de déscolarisation. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 écoles à Port-au-Prince qui sont fermées, où les enfants ne peuvent pas aller à l'école toute l'année. Donc, c'est une situation qui... C'est pas que les gangs. Les gangs, c'est la déliquescence de l'État également. C'est la déliquescence de l'État et c'est la partie visible du phénomène. Et si je puis me permettre d'ajouter, il y a aussi un phénomène social autour des gangs avec une forme de population qui sont leurs frères, leurs amis, leurs voisins, leurs femmes, les copines de leurs femmes, etc., qui gravitent autour, toujours dans un contexte où l'État est totalement absent, une gangstérisation donc, de certains secteurs, une culture du bandit dans un pays où l'ascension sociale est quasiment impossible par l'éducation, par le travail. Eh bien, pour plein de jeunes, le seul moyen de devenir quelqu'un, ça va être de prendre une arme et d'entrer dans un gang. Les réseaux sociaux qui amplifient ce phénomène. En fait, on voit les chefs de gang jouer les matamors sur les réseaux sociaux. Donc tout cela génère une mentalité qui ne touche pas toute la société, évidemment, et dont la plupart des Haïtiens sont évidemment victimes, mais qui quand même participe un petit peu de ce phénomène. Jean-Martin Bauer, vous pouvez peut-être témoigner justement sur ces barrages, sur l'augmentation du prix de la vie. Est-ce que j'imagine que les approvisionnements sont compliqués et que ça accélère cette catastrophe humanitaire? Ces approvisionnements étaient très compliqués par la fermeture du port à Port-au-Prince début mars. Il a rouvert maintenant, mais les flux sont très timides. L'aéroport est aussi fermé depuis début mars. Il ne vient que de reprendre les vols commerciaux. Mais il faut savoir que le grenier d'Haïti, l'Artibonite, est aussi une zone où opèrent les bandes armées. J'avais rencontré dans l'Artibonite des Madansara, ce sont les femmes qui animent le commerce alimentaire haïtien, dont le rôle est d'acheter les produits du cru et de les apporter dans les grandes villes. Ces personnes-là m'ont raconté être victimes de rackets, de kidnapping, parfois de viols, par les gangs qui opèrent dans cette zone. Et les personnes qui cultivent la terre en Artibonite doivent aussi, et pour certaines, ne peuvent plus aller dans leurs champs faire leur travail d'agriculteur parce que c'est trop dangereux. Nous estimons au niveau du programme alimentaire mondial que plus de 3000 hectares de terre ont été abandonnés dans le grenier alimentaire d'Haïti à cause de cette violence. Les personnes qui devraient alimenter ce pays sont en train de se terrer chez elles à cause de cette violence. C'est quelque chose qu'il faut changer absolument. Ces gangs, vous le disiez, Josette Breuffart, c'est lié à cette déliquescence de l'État haïtien. On va revenir justement, faire un petit peu d'histoire, même récente. L'assassinat donc du président Jovenel Moïse, c'était il y a 3 ans. Il était contesté déjà à l'époque par les Haïtiens. En mars dernier, c'est la démission du Premier ministre Ariel Henry qui était lui aussi contesté. Un conseil de transition de 9 membres avec une présidence tournante a été mis en place. Il doit choisir un Premier ministre donc, qui désignera un gouvernement pour conduire le pays vers des élections libres. En tout cas, ça, c'est le projet. Et pour lutter contre les gangs, une force multinationale sous commandement kényan est attendue dans les prochaines semaines. Il y a eu un report, d'ailleurs, de son arrivée. 2500 personnes, appuyées par la logistique américaine, financées par Washington à hauteur de 300 millions de dollars, 1000 policiers kenyans, ainsi que d'autres de différents pays comme la Jamaïque, les Bahamas ou encore Antigua. Il y a une résolution des Nations Unies qui a donc été adoptée pour justement la création de cette force. Elle a été adoptée par
13 voix pour et 2 abstentions, celles de la Chine et de la Russie. William Ruto, le président kényan, et Joe Biden se sont vus la semaine dernière. Il y a eu une conférence de presse conjointe lors de cette visite. On va écouter d'abord le président américain, Joe Biden. En ce qui concerne Haïti, nous avons conclu que le déploiement de forces américaines dans l'hémisphère soulève toutes sortes de questions qui peuvent être facilement déformées par ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et qui peuvent être utilisées contre les intérêts d'Haïti et des États-Unis. Il s'agit d'un effort multinational, mais la volonté du Kenya de prendre en main cette question est importante. Vous n'êtes pas le seul pays, mais vous êtes à la tête de cet effort. Il y aura des forces américaines, pas sur le terrain, mais nous fournirons de la logistique, des renseignements et des équipements. D'ailleurs, certains équipements sont déjà arrivés. On va écouter à présent le président kényan. Nous avons participé au rétablissement et au maintien de la paix au cours des 40 dernières années dans 47 pays, y compris dans des zones très difficiles comme celle à laquelle nous allons être confrontés en Haïti. Nous allons assumer cette responsabilité aux côtés de la police haïtienne. Et nous avons un modus operandi clair sur la manière dont nous allons gérer la situation sur le terrain. Il a été convenu dans le cadre des Nations Unies. Josette Bruffard, cette mission donc, a pris un peu de retard, mais elle devrait tout de même arriver dans 2 ou 3 semaines. Elle a été créée pour 12 mois. Pourquoi le Kenya d'abord? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. Oui, pourquoi le Kenya? La posez aussi? Moi aussi, je me la pose parce que le Kenya, déjà, c'est un pays avec lequel on n'a jamais eu de contact, Haïti. Haïti a plutôt des contacts avec des pays comme le Bénin, comme le Sénégal, comme un peu plutôt des pays francophones d'Afrique, où il y a eu beaucoup d'Haïtiens dans les années 60 qui sont partis travailler, donc il y a une proximité. Et puis, c'est pas la langue. Et on est éloigné aussi par la langue. Donc, bon, après... Donc ça vous surprend aussi? Ça nous surprend aussi, mais on se dit que quand on n'a pas le choix, s'il y a vraiment une mission, ça nous surprend aussi que ce soit des policiers qui soient envoyés. Parce que ces gangs-là en Haïti sont des gangs quand même armés avec des armes de guerre que n'ont pas la police nationale. Donc, est-ce que ce sont des policiers qu'on envoie? Donc, on peut se poser des questions. Vous auriez, oui, plutôt pensé à des militaires. À des militaires, Et puis, donc, c'est une force multinationale. Je pense que si c'est vraiment une force multinationale, en tout cas, les Haïtiens ont eu tellement de mauvais souvenirs de précédentes forces qui sont arrivées, donc, dont la force, l'occupation américaine, en 1915, même si ça fait plus de 100 ans. Et donc, on a de très mauvais souvenirs. Donc, il faut que cette force se présente vraiment comme une force de solidarité, comme un appui aux forces nationales, à la police nationale. Parce que je pense que si cette force doit faire quelque chose, ça doit vraiment s'appuyer sur les Haïtiens sur place et pour pouvoir éviter qu'il y ait vraiment un désastre. Romuald Langlois, vous avez dans le reportage interrogé justement le chef, enfin l'un des policiers chasseurs de gangs, et il voulait, lui, des hélicoptères qui puissent les couvrir pendant qu'eux chassaient les gangs. Donc ils attendent cette aide. Ils espèrent beaucoup de l'aide internationale. Ils espèrent de l'équipement, du matériel de vision nocturne, des fusils dignes de ce nom, des blindés dignes de ce nom également. D'ailleurs, c'est en train d'arriver. Les Américains en ont donné un grand nombre, énormément de choses. Des drones, beaucoup nous ont parlé de drones, de matériel d'observation, de matériel d'intelligence électronique, de surveillance, d'écoute. Bref, ils ont vraiment besoin clairement de tout. Ils attendent de la formation aussi. Ils sont mal formés, ils sont très mal formés. Parce qu'à l'origine, justement, cette mission est censée former les policiers sur place, les policiers haïtiens. La formation est fondamentale. Ils ont besoin d'une formation à tous les niveaux. Ils le reconnaissent, évidemment. Certains sont extrêmement très courageux, très solides, comme on le dit dans le reportage, mais il y a aussi un problème de corruption endémique au sein de la police, comme au sein de toutes les institutions, tous les corps de l'État, la police, la justice, etc., avec la puissance de déstabilisation et la puissance financière des gangs d'un côté et la pauvreté qui est criante dans tous les secteurs de la société. Et évidemment, il y a un grave problème de corruption. Donc, évidemment, c'est une police, un État qui est totalement à repenser, à refonder, à restructurer. Jean-Martin Bauer, vous qui êtes sur place, cette situation humanitaire, est-ce que sur place, justement, les habitants espèrent vraiment une intervention, une aide internationale ? Écoutez, la population aspire à la sécurité. Les personnes auxquelles je parle veulent pouvoir amener leurs enfants à l'école, aller à l'église le dimanche, se rendre au marché sans être inquiétés d'être kidnappés ou rackettés. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, au sujet du déploiement, ce que j'aurais à dire, c'est qu'un déploiement sécuritaire ne résoudra pas tous les problèmes. Il est très important qu'il y ait en accompagnement un volet robuste sur le plan humanitaire et social. Il est très difficile de rapporter Haïti dans une situation de paix quand 5 millions de ses citoyens sont en insécurité alimentaire aiguë. On ne peut pas faire l'impasse sur les besoins humanitaires et sociaux criants qui existent actuellement. Et il faut des solutions à long terme. Quelles sont-elles, les solutions à long terme dont vous parlez, politiques? Sur le plan de la sécurité alimentaire, les problèmes qui existent en Haïti actuellement datent d'il y a longtemps. Haïti était autosuffisante jusque dans les années 80-90. Aujourd'hui, Haïti importe la moitié de sa nourriture et 80% du riz, qui est l'aliment de base ici. Il y a eu manque d'investissement, il y a eu des politiques hostiles aux agriculteurs. Et donc, ce n'est pas avec un déploiement militaire relativement limité qu'on résoudra ces causes profondes de l'insécurité alimentaire. Il n'y avait pas d'insécurité alimentaire aiguë en Haïti en 2016. Puis on a eu le cyclone Matthew, 1 million de personnes en insécurité alimentaire. Les années Covid, on arrive à 3 millions. En 2022, on arrive à 4 millions avec les troubles qui ont suivi l'assassinat du président Moïse. Nous sommes arrivés à 5 millions cette année. Donc ça a augmenté petit à petit. Et donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette menace a augmenté petit à petit. Et c'est peut-être la nature humaine. On ne réagit pas toujours aux menaces qui arrivent comme cela de façon progressive. Mais là, clairement, il y a quelque chose à faire dans l'immédiat, mais aussi à plus long terme pour renforcer le système alimentaire du pays. Roméo, alors il faut probablement aussi remettre l'État haïtien sur pied, si je puis dire. Il y a le chef du Conseil de transition, donc, qui a été mis en place pour organiser des élections. Enfin, quand on voit le contexte, on se dit que ça va être un peu compliqué pour le moment d'organiser des élections. Et vous l'avez interviewé, Roméo, ce chef du Conseil de transition, Edgar Leblanc, on va l'écouter. Il n'y a qu'une option pour les bandits, déposer les armes ou aller en prison, et nous renforcerons et la police et l'armée d'Haïti pour les acculer, les démanteler et faire en sorte qu'on ait la paix et qu'on puisse travailler selon ce que dit la loi. L'arrivée de cette mission multinationale de soutien à la sécurité va renforcer cette capacité. Et nous croyons que nous allons pouvoir les acculer et les démanteler. Jeannette Bruffard, trop optimiste? Bon, il faut l'être si on veut avancer, mais je pense qu'il faut être réaliste quand même. Voilà, le réalisme n'exclut pas l'optimisme, mais je pense que l'optimisme, c'est se préparer, parce que les gangs sont vraiment armés, et aujourd'hui, comme disait Roméo, il y a de la corruption partout. Il y a de la corruption partout. C'est vrai que des fois, je suis un petit peu énervée parce qu'on ne parle que de ce qui ne va pas. On ne parle pas des gens aussi qui donnent leur vie. Il y a un vivier d'Haïtiens. Roméo en a rencontré parce que on s'était parlé pendant qu'il était en Haïti. Et il y a un vivier d'Haïtiens qui veulent s'en sortir, qui sont honnêtes, qui veulent que ça. Mais il y a aussi un nouveau comportement que la communauté internationale doit avoir. Parce que je pense que la communauté internationale, les gens qui disent nous aider comme ce sont des amis d'Haïti, qui aident Haïti comme la CODE qui soutient le pendu, il faut aussi qu'ils arrêtent de soutenir Haïti comme ça parce que ils soutiennent... C'est-à-dire soutenir Haïti, quoi. L'aide internationale qui arrive, en fait, fait augmenter cette corruption, fait augmenter, au lieu que l'aide internationale arrive et vienne aider la population à s'en sortir, eh bien, cette aide est capturée, est captée par des gens qui se mettent en politique justement pour capter l'aide. Donc, c'est-à-dire l'État, cet État-là qu'on veut avoir un jour, parce qu'on parle d'élections, c'est vrai que ça fait presque... Élections dans 10 mois, c'est ça le calendrier? Oui, ça fait... parce que les gens, je ne vois pas comment... Des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Moi, je connais des gens qui font cacher leurs enfants pour ne pas être kidnappés, pour aller dans les gangs sous le lit. Je ne vois pas comment ils vont sortir comment ils peuvent pouvoir, pour aller voter. Et comment le désarmement va se faire, comment ça va se passer. Donc, il y a vraiment... il ne faut pas que cette force qui arrive, si elle arrive, soit une force qui arrive comme ça, qui vient
constater un massacre de plus, ou bien il faut que ça soit vraiment quelque chose. On ne peut pas remettre le couvercle comme si on dit, bon, c'est terminé, on a eu gain des gangs, c'est terminé. Non, c'est un pays, on a quelque chose à refonder, quelque chose qu'on n'a pas fait, je dirais presque depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'on a négligé la majeure partie de la population. Ce que le monsieur Dupam vient de dire là, tous les taxes, c'est l'État contre la nation en Haïti. C'est l'État qui a, jusqu'en 90, Haïti était autosuffisant au niveau alimentaire. Eh bien, l'État a réduit les taxes de 50% à 5%. C'est le pays sur le riz américain. C'est le pays d'Amérique latine, c'est le pays des Caraïbes où le taux de taxation est le moins élevé. Donc, ça a tué les agriculteurs. Donc, c'est vraiment c'est un État qui est contre son peuple. Donc, il faut qu'on mette tout ça à plat. Alors, on parle des élections aujourd'hui, dans 10 mois. C'est un rêve, quoi. Il faut qu'on reparte à zéro, que tout ça soit mis à plat. Déjà, il faut avoir une aide, je dirais, d'urgence. Mais il ne faut pas que cette aide d'urgence dure. Parce que les Haïtiens sont capables de travailler. C'est un peuple vivant qui ne demande que ça, qui ne demande qu'à travailler. Donc, comme ils ne sont pas du tout financés, eh bien, qui est-ce qui gagne de l'argent avec le riz américain? Un riz aujourd'hui, d'ailleurs, dangereux, parce qu'on a découvert de l'arsenic dans ce riz que mangent les Haïtiens tous les jours. Donc, du coup, qui est-ce qui gagne de l'argent? Ce sont les contrebandiers, ce sont les gens... donc, on tue la production agricole d'un pays pour favoriser l'importation, pour favoriser des rentiers qui ne font qu'importer et vendre, qui n'ont aucune valeur ajoutée. Comment voulez-vous qu'un pays comme ça, donc il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes, c'est un problème de base, c'est basique. Roméo Langlois, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Josette Brufart, lorsque vous avez vu justement le chef du conseil de transition, effectivement, il affiche une forme d'optimisme, il vous a vraiment parlé de projets politiques, de mise en place des élections, ça fait partie du projet? Il y a beaucoup de déclarations de bonnes intentions, évidemment, mais il a surtout été j'ai été étonné par sa franchise. Il a reconnu que la classe politique et l'élite économique avaient tout à voir avec le développement des gangs. Clairement, face caméra, il le dit que de très nombreux politiques finançaient les gangs pour leurs affaires personnelles, que l'État était par terre, était effondré. Il a reconnu qu'effectivement, il y avait beaucoup de tensions au sein de ce conseil de transition et que donc son rôle en tant que président du conseil de transition était d'essayer d'apaiser les tensions. Bref, moi, j'ai été quand même très étonné par cette forme de franchise. Donc voilà, pour l'instant, la route est encore très longue. Je crois que ce que dit Josette est très important. Nous, ce qui nous a le plus frappé, Catherine Restreinte et moi-même, pendant ces 15 jours, ça a été l'extraordinaire vivacité de la société civile haïtienne. Ces gens qui ont un courage, une capacité de résistance absolument incroyable et qui continuent malgré tout à essayer d'abord de vivre une vie normale, de s'entraider et ensuite de réfléchir à des solutions pour le pays. Toutes ces personnes nous disaient la communauté internationale peut nous aider à sauver les meubles pour le moment, à sauver des vies, stabiliser la situation, mais effectivement, il y a une refondation de la patrie qui doit commencer à se faire, qui doit cette fois venir des propres Haïtiens, et je suis certain également qu'ils en ont tout à fait les ressources. Il y en a un autre d'ailleurs qui a été honnête avec vous, c'est justement, Roméo, c'est Lionel Lazare, le représentant du principal syndicat de la police haïtienne. On va l'écouter. Il y a des policiers qui sont affiliés à certains groupes de gangs, des policiers qui revendent souvent des armes et des munitions aux bandits. Il y a des policiers qui communiquent aux bandits toutes les opérations de la police. C'est à tous les niveaux, on n'est pas épargné, même au sein de la police. Ok, police et police. Donc il va falloir, lorsque justement ces Kenyans vont arriver pour former des policiers, ils vont choisir, enfin comment ça va se passer? Tout à fait, il faut... là, il est très honnête en disant ça, c'est une pourriture, c'est une société en décomposition et cette décomposition, c'est pas seulement... C'est aussi une grosse indifférence parce que c'est le pays en Amérique latine avec le plus gros taux d'inégalité. C'est-à-dire, vous voyez des gens vivre comme ne vivent pas ici, des gens même riches, et vous voyez des gens dans des bidonvilles. En 2010, après le séisme de 2010, il y a un nouveau bidonville de plus de 400 000 personnes qui a été formé.
qui s'appelle Canaan. Un nouveau bidonville après Cité Soleil. Et ces personnes-là, moi je suis en contact avec certains, ces personnes vivent sans eau, sans électricité, sans rien du tout. Et ils vivent là, alors que c'est une capitale qui était faite pour 200 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 3 millions de personnes. Donc la situation, quand j'ai dit c'est structurel, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas eu d'aménagement du territoire. Les gens il y avait 600 000 personnes qui étaient parties en 2010. Non, mais il y a tout à faire lorsqu'on vous écoute. Et ces 600 000 personnes sont revenues, même encore davantage, parce qu'on n'a rien fait pour eux. L'aide internationale n'était distribuée qu'à Port-au-Prince. Donc on n'a rien fait pour encourager les gens à s'installer sur leurs terres, à s'installer. On a des terres, c'est un pays riche quelque part. On ne parle que de pays pauvres en Haïti. Mais c'est un pays qui s'était nourri jusque dans les années 90. C'est un pays qui a des plages qui est extraordinaire, qui a la mer qui pourrait nourrir. Mais comment vont-ils convaincre justement les policiers corrompus de ne plus être corrompus, de coopérer, d'être formés? Eh bien, il faut la justice. Il faut la justice parce qu'il y a déjà ceux qu'on connaît. On a vu qu'il y a des pays quand même. On n'est pas un pays exceptionnel. On a des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, où s'est passé des choses plus cruelles qu'en Haïti, mais où on a vu qu'il y a des comités justice et paix qui se sont constitués. On a des exemples internationaux qu'il faut ramener et ces gens, déjà, ceux qu'on connaît, il faut les arrêter, il faut les juger. Et il faut juger aussi les gens qui représentaient l'État, qui ont pris l'argent, qui ont mis dans des paradis fiscaux. Donc, par exemple, l'ancien Premier ministre... Ben oui, il faut que ces argents retournent, mais c'est connu de tout le monde. Oui, mais ils ne sont pas jugés, justement. Mais justement, si on est aidé pour une force internationale, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il y a beaucoup de pays comme les États-Unis, le Canada et la République dominicaine qui ont mis des gens sur des listes, qui ont désigné justement des gens qui ne pouvaient pas, qui ont mis la situation qui était corrompue. Et les comptes en banque sont dans les pays contrôlés, on peut les retrouver. Donc il faut déjà commencer par mettre en place aussi une justice. Une justice parce que tant qu'il y a... fiable. Parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a assassiné Jovenel Moïse, par justement, exemple. Mais tant qu'il y a l'impunité, justement, et les gens sont là. Les assassins sont là. Les assassins parcourent les rues, les assassins sont chez les gens qui veulent nous aider. Justement, ces amis d'Haïti qui veulent nous aider, ils savent bien qu'ils sont les assassins parce qu'ils en ont mis aussi au pouvoir. Ils ont aidé certains à être au pouvoir. Roméo Langlois. Oui, ce sentiment d'impunité est très frappant. Quand on parle avec des personnes qui sont soupçonnées ou accusées de corruption, quand on parle avec certains politiques, quand on parle avec des chefs de gang, quand on parle en fait avec toutes ces personnes, effectivement, on sent vraiment qu'ils savent qu'ils n'iront pas en prison, qu'ils ne seront pas jugés. L'impunité est de l'ordre de 99,9% environ, et elle est effectivement au cœur du débat actuel en Haïti. De très nombreuses personnes qu'on a rencontrées disent que tout va se jouer sur la question de l'impunité. Et effectivement, il ne s'agit pas seulement de juger les chefs de guerre et les criminels, mais aussi tous les délinquants en col blanc. Alors aujourd'hui, c'est aussi ça qui se joue. Les chefs de gang, l'alliance Vivan Sam, Jimmy Cherizi, alias Barbecue, essaient, semble-t-il, de se doter d'un vernis politique, d'essayer de faire passer le message que les crimes qu'ils ont commis sont des crimes politiques, qu'ils sont révolutionnaires et que donc ils veulent une amnistie. Donc une partie de la classe politique est en faveur de cette amnistie et va chercher à les amnistier. Une autre partie de la classe politique est surtout du côté de la société civile, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme, disent qu'il faut au contraire que la vérité soit établie et que des peines soient dictées, quitte à ce qu'après il y ait des processus de justice transitionnelle, mais qu'en tout cas la question de la vérité judiciaire est fondamentale pour commencer à penser un jour à refonder ce pays sur des bases plus saines. Le Conseil de transition est opposé justement à une discussion avec les gangs. Ah oui, heureusement. Heureusement, oui, il a été très clair. Heureusement, ils sont clairs là-dessus. Parce que, justement, ce que dit Roméo, les gangs ne doivent pas nous faire perdre la vue de la forêt. Vous voyez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les gangs en col blanc, on a même eu un président qui a fait une déclaration, vous pouvez le retrouver sur Internet, qui disait que nous sommes des bandits légaux. Le président Martelly a dit qu'ils étaient des bandits légaux, donc des gangs, mais élus légaux. Donc, quand un président dit ça, lui aussi, il doit venir faire sa déclaration pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Jean-Martin Boer, pour juste le mot de la fin, on voit bien que c'est une réforme de l'État, de la justice, de la police qu'il faut faire en plus de cette intervention sécuritaire. Il faut beaucoup plus. Et alors, les humanitaires à court terme peuvent contribuer à
assister les personnes qui ont dû fuir leur domicile. On a, depuis le début de l'année, apporté plus qu'1 million de repas chauds aux personnes déplacées ici à Port-au-Prince. Donc on arrive à atteindre les personnes dans le plus grand besoin. Mais il faut savoir qu'à l'extérieur de Port-au-Prince, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être faites pour renforcer la résilience du peuple haïtien, pour travailler avec cette société civile. Par exemple, nous avons un programme de cantine scolaire qui touche tous les jours 250 000 d'enfants avec la production locale. Nous avons 170 organisations paysannes qui travaillent avec nous, avec plus que 20 000 membres. Et il faut absolument travailler avec ces parties-là de la société pour essayer de reconstituer le tissu social ou pour le préserver jusqu'au jour où la longue nuit haïtienne se lèvera. Merci beaucoup Jean-Martin Bauer d'avoir été avec nous ce soir. Josette Bruffart, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci Roméo Langlois. Donc on peut retrouver votre reportage qui est en une du site internet de France 24. Et puis on peut le retrouver bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous pouvez retrouver cette émission aussi sur les réseaux sociaux, en podcast également. Je vous dis à demain.